cette semaine à notre 5e émission du Rebond Web Magazine. Ça bouge au Club de soccer des Rivières. La 26e édition du Camp Espoir, la formation des entraîneurs, le bilan de l'an 1 du Dynamo féminin et une capsule informative. Québec est décidément une ville de soccer puisque pratiquement chaque fin de semaine pendant la saison estivale ont lieu différents tournois. Cette fois-ci, on vous présente le Challenge de la capitale Desjardins rassemblant plusieurs joueurs de catégorie senior. Le tournoi attire quelques 800 joueurs provenant majoritairement de l'extérieur de la région. La période de l'année lors de laquelle se tient l'événement est parfaite pour les clubs qui connaissent la réputation de l'organisation et qui n'hésiteront pas à profiter des attractions proposées à Québec pendant leur séjour. C'est notre 12e année du Challenge. Alors, ça regroupe des équipes seniors majoritairement de l'extérieur de la région de Québec. Alors, on est content d'avoir du monde de Jonquière, de Gaspésie, Shamrock, de Montagne, Saint-Anne-des-Plaines. On a beaucoup d'équipes extérieures qui viennent ici à Québec. Ils en profitent justement. Le succès est un peu à cause, on est pendant la période du festival d'été. Alors, ça attire plusieurs groupes de jeunes. On va jouer à l'Académie Saint-Louis chez le synthétique. On a notre stade Chauveau tout près d'ici. On a un terrain intérieur, un terrain extérieur. On a l'école de la Camaradière, on a 2 grands naturels extérieurs. Alors, tous les terrains sont proches, faciles d'accès et proches de notre quartier général ici. C'est le seul tournoi senior qu'on a à Québec. C'est bien organisé, on a des beaux terrains, des beaux arbitres, une bonne qualité de jeu, des bons joueurs. Fait que ça fait en sorte que les joueurs reviennent à chaque année. Effectivement, le Challenge de la capitale Desjardins est fort apprécié par les participants. D'autant plus que ces derniers ont la possibilité de prendre part à des jeux relevés en compagnie de joueurs de bon calibre dans une ambiance malgré tout très amicale. C'est un beau petit tournoi. Nous, c'est notre première présence ici. On est une équipe U21, fait que, on est encore jeune. Fait que, c'est bien fait pour l'instant. C'est des beaux terrains, tout. Il fait beau, fait qu'on en profite. C'est bien organisé, beaucoup d'équipes, des bonnes équipes, puis ça fait un bon petit challenge. C'est un tournoi très agréable. On est ici, moi personnellement, je viens ici à chaque année ou presque. Puis c'est vraiment bien organisé. Les terrains sont de belle qualité. C'est vraiment intéressant. L'ambiance ici, c'est quoi? Est-ce que c'est un tournoi plutôt amical ou il y a vraiment un esprit de compétition assez fort? Il y a définitivement un esprit de compétition. Par contre, on vient ici aussi pour prendre plaisir, s'amuser. Donc on va tenter de gagner, c'est certain, mais si on perd, c'est pas la fin du monde. Quand le match finit, c'est vraiment plus amical, mais c'est sûr que quand on est dans une situation de match, on voit déjà que l'intensité augmente d'un step. Mais sinon, c'est quand le match finit, on se donne la main, puis on est amis. Là, on n'est pas d'amis sur le terrain. Ça a été quoi la préparation pour votre tournoi? Dans le fond, la préparation, c'est tout ce qui joue dans notre saison, dans notre propre ligue. Donc, c'est vraiment suivre notre plan de match, jouer comment on joue toujours, s'habituer un peu à jouer dans le jour parce qu'on n'est pas vraiment habitué. On est dans nos ligues, on joue vraiment le soir. Donc, c'est une petite adaptation encore à faire à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu penses du calibre en général? C'est un bon calibre. Notre ligue est un peu plus faible qu'ici. Il y a beaucoup d'équipes qui sont dans les premières positions de leur ligue, donc ça fait du bien, un calibre de bon niveau pareil. Ceux qui gravitent autour des équipes sont également du même avis. Le tournoi est bien organisé, propose un bon spectacle et représente un indispensable en matière de soccer pour la région. La force du tournoi, en fait, c'est réussir à amener tous ces équipes-là ensemble sur un même terrain, puis gérer les horaires, gérer tout ça, les temps. C'est vraiment qui fait la force, c'est l'union de tout le monde, la force de représenter exactement, c'est ça qui fait la force de ces tournois-là. C'est sûr que c'est senior, fait qu'il y a plus de poussage, plus de fautes que de mineurs font. Fait qu'on est plus attentif, plus au jeu, puis on se donne encore plus. Puis moi, j'aime ça, que ça bouge parce que ça me permet de constater tous les fautes qui peuvent se passer. Après plus de 10 ans d'existence et d'évolution, on peut maintenant affirmer que l'organisation du Challenge de la capitale Desjardins a finalement trouvé la recette gagnante avec son tournoi permettant de financer le club de soccer des Rivières. On a commencé il y a 12 ans, on voulait offrir un tournoi à les hautes catégories. On a commencé il y a 12 ans avec du U16 en montant. Et avec les années, les U16, U18 délaissaient un peu notre tournoi. Puis une forte concentration de seniors venait s'inscrire. Donc maintenant, on se concentre vraiment sur la clientèle senior. Donc on a 48 équipes, mais 48 équipes seniors, autant
bien partagé entre féminin et masculin, ce qui fait que ça nous rend bien populaire. C'est quoi les commentaires que vous avez de la part des joueurs et des gens qui les accompagnent? Mais ce qui fait notre succès, des commentaires qu'on a beaucoup, c'est la qualité de nos arbitres, aussi la qualité des terrains, souvent le beau temps. Alors tout ça, c'est une formule gagnante. Surtout les joueurs seniors, ils s'attendent à avoir un bon arbitrage. Notre chef arbitre du club fait un très bon travail à ce niveau-là. Et on a des terrains de qualité, des terrains synthétiques, des terrains naturels qui sont de bonne qualité, alors ce qui fait notre succès. Les joueurs rencontrés sur le terrain abondaient tous dans le même sens. Sans surprise, le succès du challenge se répète année après année et leur permet de vivre des émotions fortes lors d'une fin de semaine où le soccer est à l'honneur. Déjà être en mesure de pouvoir évaluer et encadrer notre relève. Déjà profiter d'importants événements afin de créer un beau dynamisme au sein du soccer chez nous. Voici ce qui se passe au stade TELUS intérieur de l'Université Laval. C'est le camp annuel de ce qu'on appelle le camp des espoirs. C'est notre 26e année. On est, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a dépisté durant l'année les meilleurs joueurs de 10 et 11 ans. C'était la première semaine, ce qu'on appelle le camp des espoirs pour les 10-11 ans. La deuxième semaine, c'est le camp des sélections. C'est les jeunes de 12 ans et moins. Ces jeunes-là de 12 ans et moins sont identifiés et dépistés pour la saison hivernale. À partir de ces jeunes-là, on compose la sélection régionale de Chaudière-Appalaches et de la capitale nationale. Donc, ces futurs participants aux Jeux du Québec ou encore au tournoi des sélections régionales voient une imposante charge de travail. Effectivement. En fait, ça dure, je dirais même depuis, pour les U12, ça fait déjà 3 ans qu'ils viennent ici, parce qu'on les identifie à 10 ans, donc ils sont réinvités année après année s'ils font toujours l'affaire. Alors, il peut y avoir un joueur qui se retrouve ici pour la 3e année. C'est bon signe. Ça veut dire que c'est un joueur, on ne s'est pas trompé sur sa qualité. Puis, les directeurs techniques de la région nous aident aussi parce qu'ils recrutent à travers leur club, nous envoient les meilleurs, puis nous, on fait un tri à travers tout ça. Puis après ça, on fait notre sélection pour la suite. Quel genre d'entraînement vous faites justement là, au quotidien depuis 2 semaines ici? C'est des entraînements techniques, surtout, tactiques. On essaie de voir, on augmenter un peu le degré de difficulté des exercices pour justement être capable de ressortir les meilleurs, ceux qui comprennent bien, ceux qui techniquement s'en sortent bien. C'est sûr que pour certains, c'est plus difficile, mais c'est exactement ce qu'on recherche. Les années passées, je dirais qu'on faisait des exercices qui étaient accessibles à tout le monde. C'était difficile d'évaluer ceux qui comprenaient vraiment bien les exercices-là. On a augmenté, je dirais, un peu plus le degré de difficulté, ce qui fait en sorte que ceux qui sont capables de les faire correctement, bien, au lieu d'en avoir 40, il y en a peut-être 20, bien, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on recherche. Responsable du camp Espoir, Rachel Collard explique le portrait type de l'athlète recherché. C'est sûr qu'on recherche des joueurs qui vont être complets, donc combatifs, techniques et aussi qui ont une bonne intelligence de jeu. Là. Évidemment, Rachel, ça prend bien sûr de bons joueurs, mais ça prend l'attitude, ça prend le travail et l'intégrité, tout ça au niveau des individus. Oui, ça c'est sûr, c'est quelque chose qu'on leur mentionne là, dès le début du camp, que l'attitude, ça va être la première chose qu'on va regarder chez les joueurs. Ça peut être le meilleur du camp au complet, mais s'il n'y a pas l'attitude qui vient avec, c'est sûr qu'on va le remarquer puis ça ne marchera pas. La réaction des joueurs et joueuses suite aux entraînements ainsi qu'aux formations est positive. Oui, certainement, là, les jeunes, ils savent qu'ils ne sont pas dans un camp de jour, qu'ils sont dans un camp de détection, puis que, bon, ce qu'ils vont projeter pendant le camp, ça va être ce qu'on va se rappeler d'eux pour la suite des choses, le CDR. Et comme là, on a les U12 cette semaine qui, eux, sont en ligne pour le processus des sélections régionales qui commence là, à l'hiver prochain. Bien entendu, recevoir autant de jeunes garçons et filles demande un bon nombre d'entraîneurs. C'est tous des entraîneurs qui sont impliqués dans les équipes 3, la plupart, des anciens joueurs, des entraîneurs avec un DEP, des licences B. Je dirais que c'est pas mal les meilleurs entraîneurs de la région qui sont ici avec nous, qui ont un œil critique, connaissent ce qu'on recherche. On a fait une réunion justement avec les entraîneurs pour leur dire qu'est-ce qu'on voulait qu'ils regardent, de quelle façon qu'on voulait que les enfants travaillent. Je pense qu'on a un bon groupe d'entraîneurs année après année, puis ça s'améliore tout le temps parce que plus ça va, plus ces entraîneurs-là qui reviennent, bien, ils s'améliorent, ils ont des niveaux supérieurs, donc on se trompe rare. Je dirais qu'on se trompe rarement sur les choix des joueurs qu'on fait là, en bout de ligne. Finalement, au fil des 26 dernières années, plusieurs joueurs ont connu de belles carrières. Donc on a eu Olivier Brett, par exemple, qui est venu ici pendant 3 ans, qui est maintenant commentateur à TVA, qu'on a vu pendant la Coupe du Monde. Isabelle Harvey, qui a fait la Coupe du Monde en 1999.
avec le Canada aux États-Unis. Marie-Claude Dion, qui a fait la Coupe du monde également aux États-Unis en 99. Caroline Vaillancourt, qui a fait la Coupe du monde en 2002, qui a remporté la médaille d'argent après avoir perdu contre les États-Unis en prolongation. Bastien Bourgault, qui a fait l'Académie de l'Impact. Serge Zinkota a fait l'Académie de l'Impact. John Zinkota qui a fait l'Académie de l'Impact. Victor Ndiaye, qui est le joueur le plus proche de la MLS présentement, s'entraîne maintenant avec le grand club. Donc, il s'agit d'un camp essentiel afin de poursuivre la progression, mais surtout aider au développement de nos athlètes. 10 entraîneurs de soccer de la région de Québec sont réunis actuellement sur les terrains de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, le tout dans le but de franchir une étape de plus dans l'obtention de leur diplôme d'entraîneur provincial, DEP pour les initiés. Grâce au programme de formation, évidemment, de la RSQ, ce soir, on assiste à une première séance de cette formation. Ils sont une vingtaine d'entraîneurs de la région de Québec à prendre part à cette formation de 2 séances complètes qui leur permettra de passer à un autre niveau d'enseignement. Certains le font par plaisir, d'autres afin de se perfectionner dans ce qui fera peut-être un jour partie de leur profession. C'est un suivi du DEP, ce qu'on appelle le diplôme d'entraîneur provincial, qui permet aux entraîneurs d'accéder à un niveau supérieur, donc d'entraîner dans le 3A. Ça prend un DEP pour entraîner dans le 3A, puis la plupart des entraîneurs qui sont là aspirent à éventuellement être des entraîneurs des équipes 3A. La suite de ça, c'est la licence B provinciale. Une fois que tu as réussi le DEP, tu peux avoir accès à la licence B provinciale et à la licence B nationale éventuellement. Donc, c'est un processus de formation par lequel les entraîneurs doivent passer. Nous, on offre 3 séances. Ils doivent venir à 2 des 3 séances. Ils ont un passage à faire de 20 minutes. Ils doivent faire une partie analytique, une partie jouée. On leur donne un thème, puis on voit s'ils ont les connaissances pour appliquer ce thème-là, s'ils sont capables de reconnaître les situations, s'ils sont capables de corriger les jeunes, s'ils sont capables d'animer la séance. Et nous, selon ce qu'ils font, on va faire les corrections, puis on essaie de les orienter au bon endroit. Offerte sous cette forme depuis 2 ans, cette formation complémentaire à celle de la Fédération de soccer du Québec permet aux entraîneurs d'être encadrés et d'acquérir les connaissances nécessaires avant l'évaluation finale. Et selon les statistiques, elle leur donne un sérieux coup de pouce dans la réussite de celle-ci. Ça leur donne la confiance parce qu'ils vont connaître les thèmes, ils vont les avoir passés puis ils vont être capables de les maîtriser un peu plus. Puis surtout, nous, depuis qu'on le fait, c'est la deuxième année, mais la première, c'était l'an passé. Ce qu'on a remarqué, c'est que 65 % des gens qui ont fait le cours ont réussi, alors qu'avant, on était à 53 %. Évidemment, l'objectif, c'est la réussite. J'imagine que vous êtes assez sévère dans vos commentaires pendant les séances d'entraînement. Bien, c'est certain qu'on essaie de leur donner le plus d'informations possible. On essaie de les corriger le plus possible pour qu'ils réussissent. En fait, dans les entraînements, on va les guider sans vraiment arrêter l'entraînement. On va essayer de leur donner des informations qui vont leur permettre de corriger des choses qu'ils ne font pas bien dans le déroulement de l'entraînement sans avoir à l'arrêter autant que possible. Puis à la fin de leur présentation, ils ont les commentaires des collègues, puis nous, on rajoute des corrections qu'il y a à faire. Qu'est-ce que ça leur apporte de plus que ce que vous avez déjà appliqué lors de la formation de 3 jours obligatoire? Bien, on est plus dans du travail individualisé parce que là, chaque coach qui passe a la rétroaction de ce qu'il vient de faire sur le terrain. Alors que parfois dans les diplômes, comme on a une quarantaine de personnes à faire passer, on peut passer moins de temps avec eux. C'est à l'automne prochain que les entraîneurs devront démontrer leur savoir-faire sur un thème bien précis. Mais attention, ils devront bien maîtriser l'ensemble de la matière puisque ce dernier ne sera connu que quelques semaines à l'avance. En ce sens, la formation de la RSQ agit comme un excellent complément qui permet aux participants d'approfondir les connaissances déjà acquises. Pour le moment, comment tu trouves ça? C'est toi qui as commencé la séance tout à l'heure. C'est stressant. Moi, j'ai trouvé ça stressant, sauf que M. Duarte, il m'a bien guidé, puis les interventions qu'il a faites, il était très... C'était posé puis c'était positif, là, donc je sors de là bien confiant. J'ai l'impression que ça m'a donné quelque chose de ici. J'ai vraiment appris, puis je trouve ça bien. Ce qui est intéressant dans ces formations-là, c'est que justement, on vient tous d'horizons différents, on a tous des objectifs différents, mais on est tous là pour partager quelque chose qui est la passion du soccer. Puis on est tous là pour faire partager nos expériences les uns avec les autres pour que tous on puisse progresser parce que chaque fois qu'on est sur une situation comme ça avec des entraîneurs, on a tous à apprendre de tout le monde. Puis c'est ça qui est vraiment intéressant dans les formations. Qu'est-ce que tu penses de la formation pour le moment? C'est excellent. On apprend tant la défensive que l'offensive, à analyser les games. Ça nous complète comme entraîneur. C'est vraiment bien pour nous.
Mais c'est sûr que d'avoir les thèmes un petit peu d'avance, ça nous permet de fouiller, d'approfondir, de préparer nos entraînements, puis de se mettre en situation de qu'est-ce qui peut se passer en entraînement. Donc, je pense que c'est une bonne chose. C'est des thèmes qu'on peut avoir lors de l'évaluation, fait que ça nous permet de les mettre en application, puis justement de faire les erreurs pendant les pratiques et pouvoir les corriger pour l'examen. D'ici à l'évaluation finale, chaque entraîneur sera invité à mettre les bouchées doubles afin d'obtenir son diplôme. Mais avec les outils récoltés auprès d'Elder, Roxane et de leurs collègues entraîneurs, l'obtention du DEP semble de plus en plus réalisable. Grâce au travail de Samir Grib et ses collaborateurs, le club de soccer, le Royal Select de Beauport, possède maintenant son propre guide d'entraînement, un outil de développement facile d'utilisation qui est vraiment adapté à tout type de joueurs et qui permettra aux entraîneurs de pousser encore davantage la pratique de ce sport chez les jeunes. Le projet d'une vie, c'est ainsi que Samir Grib a qualifié le guide royal d'entraînement, un précieux document attendu pour 2015 qui fera évoluer l'enseignement du soccer à Beauport. Ce guide-là, il va avoir la philosophie de jeu, les principes de jeu, la méthodologie, c'est-à-dire comment travailler, et surtout les séances, ce que les entraîneurs veulent. Et ensuite, nous, à partir de ce guide-là, on va pouvoir encadrer et former nos entraîneurs. Parce qu'on parle d'une identité commune, d'une philosophie de jeu. Donc, philosophie de jeu, ça exige des exercices particuliers, une vision, un fil rouge, qui était le titre d'ailleurs de la présentation, pour que tous les entraîneurs travaillent dans le même sens. C'est surtout ça l'idée. Ça a été de l'enthousiasme, parce que ce qui est important, c'est que nos entraîneurs soient le plus qualifiés possible et que les joueurs apprennent le plus possible et évoluent le plus possible dans le club. Afin de mener à terme son projet, Samir Grib s'est entouré d'une véritable sommité dans le monde du soccer, l'instructeur de la FIFA, Michel Richard. Un apport considérable provenant d'un globe-trotter très inspirant pour le club. J'ai mes idées personnelles dans ce guide-là, mais il fallait aussi avoir quelqu'un de beaucoup plus expérimenté. Puis il faut être humble et modeste, s'attacher les services de quelqu'un qui a fait le tour comme instructeur FIFA dans plus de 80 pays. Il a dit lui-même depuis les 20 dernières années, je pense. Michel, ce qu'il apporte, c'est la crédibilité, mais surtout l'expérience et le vécu, le contenu. Par exemple, lui, c'est un spécialiste de la préparation physique. Donc, il va nous aider à adapter, en fait, comment utiliser l'aspect physique, mais dans le jeu. Parce que c'est un peu notre philosophie de jeu. Le physique doit être au service de la tactique. Donc, Michel nous apporte toute son expérience là-dessus, qui est inestimable. C'est une bible d'information, crédibilité, expérience, compétences personnelles, etc. C'est vraiment quelqu'un, un modèle, un mentor. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est super intéressant. Selon cet expert du foot, la création de ce document de référence était un incontournable. Il a d'ailleurs été interpellé dès le départ par le projet. Adapté à la réalité québécoise, le guide royal permettra aux jeunes joueurs de mieux progresser sur le terrain et aux entraîneurs de travailler avec une méthode efficace et uniformisée. Je suis très attaché à ce type de projet de concept puisque j'ai travaillé depuis 6 ans sur des conceptions d'entraînement justement pour la Fédération suisse de football, qui est une fédération qui a beaucoup progressé dans ces dernières années. Et je sais ce qu'a apporté ce type de planification, de programmation. C'est-à-dire d'avoir une pensée commune derrière une formation, que chacun ne fasse pas ce qu'il veut. Qu'est-ce que les entraîneurs vont apprendre dans ce guide-là? Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, d'abord, ça donne une pensée, une idée commune pour tous les entraîneurs du club de Beauport. Ça veut dire qu'ils sauront dans quelle direction aller dans le travail pour former des joueurs de football et améliorer la qualité du football. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, comme j'aurais dit en introduction, c'est un peu comme un livre de recettes. Vous faites un repas, un menu, et vous aimeriez l'améliorer. Vous allez chercher un livre de recettes, puis vous regardez le même menu sur le livre de recettes, puis vous voyez qu'il y a peut-être des ingrédients que vous ne mettiez pas vous. Et le guide sert aussi à ça. Avec ce guide, tout le monde y trouvera son compte, tant les joueurs que les entraîneurs. Ces derniers, visiblement enchantés, ont d'ailleurs eu droit à un avant-goût de ce qui leur sera proposé grâce à une séance théorique suivie d'un exercice pratique. C'était intéressant de voir qu'il y a déjà quelque chose qui va être écrit, même si année après année, c'est quelque chose qu'on est invité à faire. Ça demande vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ces planifications-là. Mais d'avoir déjà quelque chose de prêt qui va nous permettre après ça de l'adapter à notre propre équipe, ça va être super intéressant. Qu'est-ce que tu penses, Gabrielle, de l'arrivée de ce guide-là personnalisé au club? Je trouve que c'est une très belle nouvelle. J'étais vraiment contente d'apprendre que Samir était sur ce projet-là.
En fait, d'avoir une philosophie commune des tout petits aux plus grands, ça va être vraiment bénéfique. Des apprentissages qu'on n'aura pas à faire en double ou se questionner si ça a été appris avant quand les jeunes vont arriver plus vieux. Puis moi, je joue dans l'équipe senior, dans le fond, fait que ça va être très bénéfique si les filles qui arrivent connaissent déjà notre façon de jouer, là. Fait que ça va être bénéfique aussi pour les années futures. Toujours en préparation, le guide royal d'entraînement suscite déjà l'engouement chez les entraîneurs de Beauport. Une initiative qui pourrait faire des petits et inciter d'autres clubs à emboîter le pas, pour le plus grand bénéfice des joueurs de soccer du Québec. L'an 1 du Grand Retour est maintenant terminé. Le Dynamo féminin évoluant dans la W-League aura appris à la dure. C'est certain que si on regarde au niveau du résultat, on est déçu parce que c'est certain qu'avec une victoire 3-0, c'est pas une saison qui a été facile. Si on regarde par contre les défaites qu'on a eues, on a perdu beaucoup de matchs par 1 point. On n'a pas été loin souvent de la victoire. On savait dès le départ qu'on avait une équipe très jeune qui allait être inexpérimentée à certains postes. On était conscient de ça, mais on s'est dit on va bâtir pour l'avenir. On vise dans 3 ans d'avoir une équipe qui va être très compétitive. Si on regarde la jeunesse qu'on avait dans l'équipe, on avait 3 filles de 16 ans quand même, c'est pas toutes les équipes qui avaient ça. Les autres équipes, si on prend Laval, les Comètes de Laval, le Fury d'Ottawa, il y avait des joueuses de 30 ans et plus, des joueuses expérimentées qui avaient joué en Coupe du Monde. C'est sûr que c'est pas pareil. C'est certain qu'on avait 3 qui avaient joué en Coupe du Monde, mais en moins de 17 ans. Moins de 17 ans, puis senior, c'est une coche, là. C'est pas pareil du tout. Mais je pense qu'on a réussi à bâtir quand même quelque chose. On a commencé la saison tard, on a trouvé l'entraîneur tard. On ne voulait pas rentrer en conflit avec les clubs. Il a fallu gérer certaines situations avec les clubs pour ne pas les désavantager. L'an prochain, on va commencer beaucoup plus tôt. On va s'entendre avec les clubs pour la disponibilité des joueurs. Ça va être différent. Moi, je pense qu'on est sur la bonne voie. Puis il faut être patient. Puis c'est comme ça qu'il faut le voir. L'un des points d'importance lors de la création du Dynamo était de faire confiance aux joueuses de chez nous. On a montré qu'on était intéressé à prendre des joueuses de la région, qu'on croyait dans nos ressources de la région. Puis on va continuer comme ça. Puis l'avenir nous dira si on a pris les bonnes décisions. En parlant de l'avenir, est-ce qu'on peut déjà certifier que Marc Mounico et l'équipe d'entraîneurs seront de retour? Définitivement. S'il n'y a pas de désistement de leur part, ils devraient être de retour l'année prochaine. Veux-tu parler pour les gars maintenant? Y a-t-il quelque chose qui s'en vient prochainement? Bien, les gars, on est toujours en attente. On est en train de voir qu'est-ce qu'on va faire pour l'an prochain avec la première ligue. On est en train d'étudier la situation. Il n'y a rien de garanti encore parce qu'on veut s'assurer que dans la ligue dans laquelle on va jouer, ce soit viable et fiable. Et pour le moment, on n'a pas cette certitude-là. Fait qu'on attend encore un peu avant de faire quelques moves que ce soit, comme on dit en bon an. Alors, un autre dossier important à suivre. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du jeu de tête. Il en existe 2 formes différentes. Le jeu de tête offensif pour marquer un but, où nous allons devoir travailler sur la précision, et le jeu de tête défensif, où nous allons travailler en puissance pour dégager le ballon de notre zone de pression. Pour la précision, rien de plus simple. Les épaules doivent être orientées vers la cible. Pour la puissance, rien de plus simple encore, il suffit de taper le ballon le plus fort possible avec un mouvement de bascule du bassin de l'arrière vers l'avant. Dans les 2 cas, c'est avec le front que l'on frappe la balle. Alors voilà, c'était notre 5e édition du Rebond Web Magazine présenté par la RSQ. Un gros merci à toute l'équipe. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour notre 6e édition du Rebond Web Magazine.